Bienvenue à une autre émission de Blabla.net. Que soyez dans votre auto ou dans le transport en commun en train de nous écouter sur votre lecteur MP3, bien, on est bien heureux que vous joigniez à nous. Écoutez, d'entrée de jeu, je vais souhaiter la bienvenue à mon co-host, Eric. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, très bien. Je suis content d'apprendre ça. Moi, j'ai passé des très belles semaines, puis j'avais vraiment hâte pour le show, et je vais t'avouer que je suis presque content que ça soit rendu à chaque 3 semaines. Maintenant, j'imagine peut-être le rythme va être peut-être un peu plus rapide dans le futur, là, mais là, j'ai hâte au prochain épisode maintenant. Oui, en tout cas, on a des épisodes à venir intéressants. Puis un ce soir fort intéressant. Écoute, Eric, j'imagine, comme à toutes les fois, tu donnes des cours ces semaines-ci. Oui, je donne des gros cours. Là. Je viens juste de donner, là, une semaine de ça, un gros cours sur la sécurité. Et là, je vais bientôt donner un nouveau cours. C'est toujours le fun de se préparer pour des nouveaux cours parce que on est obligé d'ouvrir les livres et d'essayer de tester des choses. Et là, je dois donner un cours sur comment créer des composants SharePoint, ce qu'on appelle communément des web parts. Donc, je dois apprendre la vieille architecture, je pourrais dire, parce qu'il va y avoir une nouvelle architecture de web parts qui va sortir bientôt avec justement ASP.NET 2.0. Donc, là, ça remet les pendules à l'heure, je pourrais dire. Écoute, moi, de ce temps-ci, dans le jour, le contrat que je fais, si j'ai un projet intéressant, ou en tout cas, j'ai plusieurs projets, mais un des projets sur lequel je me passionne beaucoup. Vous savez, nous, c'est une grosse organisation, donc on a des cheminées de développement, donc avec des environnements d'essai pour les développeurs, des environnements d'essai fonctionnels pour les analystes, d'approbation par le client, des environnements de pré-production, des environnements de production. Puis là, on est en train de démontrer au client que ça pourrait être très rentable pour lui de mettre en place une partie de ces environnements-là en virtuel, entre autres avec la technologie ESX de VMware. Donc, j'ai tout monté les cas, on a fait des preuves de concept, puis c'est intéressant parce que en tout cas, avec tous les enjeux de sécurité où il faut découpler de plus en plus nos tiers, donc avoir de plus en plus de serveurs, ça devient, en tout cas, il y a une prolifération de serveurs, puis là, cette approche-là permet au moins de réduire les serveurs pour les environnements d'essai, là, surtout pour les développeurs et les analystes fonctionnels. Le VMware ESX, ça, c'est le VMware qui s'installe sur une boîte Linux, c'est ça? C'est ça, c'est une version de Linux, c'est la version haut de gamme là, du produit. Pour ceux qui seraient plus dans le monde Microsoft, il y a un produit compétiteur qui est Virtual Server. Autre ça, la semaine passée, je fais une présentation sur Net Remoting dans le groupe de formation là, qui se prépare pour les certifications. Intéressant. Puis, ce mois, en février, là, c'est un des mois où est-ce qu'on parle d'architecture dans le groupe d'utilisateurs Visual Studio Montréal. Puis, là, je vais faire la suite de ma présentation du mois de décembre où là, on va faire vraiment architecture 101. Comment découper nos applications en couches, puis surtout quels sont les patterns les plus classiques pour structurer la logique d'affaires. Ça, c'est le fun. Je sais que tu es très bon là-dedans. Ouais, en tout cas, on va essayer de rendre ça simple et de vulgariser ça pour que les gens puissent voir clair dans les options possibles. Puis forcément, on va se rendre vraiment aussi avec toute la partie couche d'accès aux données, mais je n'irai pas à fond parce que dans les mois suivants, on va en reparler. Écoute, assez de parler de nous, on va parler de notre invité. Ah oui, le sujet, la viande d'aujourd'hui. Là. Vas-y, Mario. Écoutez, notre invité, c'est Pierre Lamoureux. Bonjour. Bonjour à vous deux. Très bien. Écoute, Pierre, plutôt que de te laisser te présenter toi-même, on a l'habitude ici à Blabla de lire la petite biographie pour permettre aux gens de situer un peu qui est l'invité. Puis on n'oublie pas qu'une des missions de Blabla.net, c'est de permettre de connaître la communauté des développeurs architectes là, qui sont principalement au Québec, mais peut-être dans le futur, ça sera même élargi à plus grand que juste le Québec, en tout cas la communauté francophone. Pierre Lamoureux, tu es le fondateur de ESI Software, une firme qui est spécialisée dans le développement d'applications d'entreprise Smart Client, donc pour .NET, beaucoup d'expertise en .NET. Tu possèdes plus de 14 ans d'expérience en conception d'applications d'entreprise, détiens un baccalauréat en génie informatique de Polytechnique, mon alma mater à moi aussi. En 98, tu as entrepris la conception d'une application framework
Le but, c'était d'accélérer et simplifier le développement d'applications Windows, d'applications web. Puis, tu utilisais des structures de métadonnées. Donc, un framework sophistiqué que vous avez évolué depuis ce temps-là. Je pense qu'à l'origine, vous commercialisez, en tout cas, vous avez tenté de commercialiser, puis vous avez décidé de changer votre modèle d'affaires pour vraiment vendre des services de consultation associés au framework. Puis récemment, ben là, tu as participé à un gros projet dans une banque, pour ne pas la nommer, la BDC. Je pense que j'ai le droit de la nommer. Oh, oui, tout à fait. C'est la Banque de développement du Canada. Tu étais un des architectes seniors, puis vous avez essentiellement beaucoup utilisé tout ce framework-là pour vous aider à déployer des applications .NET. Dans le cadre de ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est toute l'expertise qu'on avait au niveau de construire des frameworks a pu être utilisée, puis réellement pour se doter d'un framework dans le cadre de ce projet-là qui était en .NET. Donc, puis un framework qui utilisait toutes les dernières technologies, donc c'était vraiment intéressant. Dernièrement, tu travailles à mettre sur pied un service applicatif innovateur en utilisant justement les Smart Clients pour faire la gestion des centres de services TI, que tu appelles Service Deck, puis qui est conforme aux normes ITIL. Oui. Exactement. Donc, puis juste pour savoir, quand on parle de Service Desk, on peut voir c'est une version finalement évoluée d'un Help Desk, pour juste situer les gens. Là, donc, c'est quelque chose que vous avez développé en utilisant l'approche Smart Client. Oui. Puis, c'est conforme aux normes ITIL. Tu peux-tu, vite, qu'est-ce que c'est ITIL pour ceux qui ne seraient pas familiers? ITIL, l'acronyme, c'est Information Technology Infrastructure Library. Dans le fond, c'est 10 bonnes pratiques au niveau de la gestion des TI. Il y a 5 pratiques qui touchent la livraison, puis 5 pratiques qui touchent le support. Puis ce qui est intéressant d'ITIL, c'est du très concret. Donc, c'est pas juste des bonnes pratiques, puis avec des guidelines qui sont à haut niveau. On descend quand même à un niveau assez bas. Là. Pour te donner un exemple, quand on parle de gestion d'incidents, on fait la distinction entre qu'est-ce qui est un incident, puis qu'est-ce qui est une demande de changement. Puis il y a tout un processus qui est assez clair, qui est encouragé, qui finalement est juste les bonnes pratiques de l'industrie. Puis ce qui est intéressant, dit-il rapidement, parce que c'est quand même pas le sujet de notre émission, c'est que ça s'applique pas juste aux grandes organisations. Dans le fond, pour savoir si vous avez besoin d'ITIL ou pas, c'est de savoir est-ce qu'il y a une complexité chez vous à gérer votre infrastructure. Donc, vous pouvez être quelques-uns seulement dans le département IT, mais vous avoir une trentaine de serveurs, avoir 150, 200 PC, etc., etc. Donc, dès qu'il y a une certaine complexité, ça vaut la peine d'aller avec ITIL. Intéressant. Comme tu disais, c'est pas le sujet pour lequel on t'a invité, donc tu vas nous parler aujourd'hui de Smart Client. Oui. Moi, une chose qui m'intéressait quand j'ai pensé à toi pour parler entre autres des Smart Clients, c'est que c'est pas juste, on parlera pas juste dans théorique, on va parler avec un cas précis parce que vous en avez développé. Bon, on va pouvoir dire les trade-offs que vous avez eu à faire, entre autres avec Windows 2003. On sait que la plateforme est peut-être pas, elle est pas mature, en tout cas, pour être capable de faire toutes les applications Smart Client comme on annonce avec Windows 2005, mais vous l'avez fait aujourd'hui avec 2003, puis ça va être intéressant de discuter comment vous y êtes pris. En fait, on a fait 2 projets d'envergure. Le premier projet, tu parlais de la BDC. Ce qui est intéressant, à ma connaissance aujourd'hui, ça demeure le plus gros, ou sinon un des plus gros projets .NET Smart Client fait au Canada. Donc, c'est intéressant. Puis c'est vraiment une orientation, le Smart Client, qui a été pris il y a déjà de ça 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc, on est assez précurseurs. Ça s'appelait même pas Smart Client. Ça s'appelait client intelligent, non. Si vous m'entendez parler de client intelligent, là, c'est juste le terme français pour Smart Client. Mais ça reste que les concepts derrière ça, c'est des concepts qui sont connus quand même depuis assez longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, la technologie est plus mature pour rendre ce développement-là plus accessible à la communauté là, des gens qui développent des applications d'entreprise. Écoute, on va pouvoir en discuter. Avant d'aller au cœur du sujet, on a les nouvelles du mois, du courrier, donc musique d'intro. Le courrier les nouvelles du mois. Avant, ça s'appelait les nouvelles du mois. Maintenant, c'est le courrier nouvelles du mois parce qu'on reçoit de plus en plus de courriers. Puis on va en partager quelques-uns avec vous.
Il y a une chose que je dois faire avant de faire ce point-là, c'est d'annoncer qui était le gagnant du tirage. Vous savez, la première émission, j'avais annoncé que je faisais tirer les 4 livres d'auto-formation pour la certification. Oui, ça c'est le grand prix du premier. Oui, du Donc, premier spectacle. Ouais. j'ai tiré. Notre invité a choisi parmi toute la liste des gens qui sont inscrits sur le site pour être notifiés. C'est Nicolas Leduc qui a gagné, donc je vais le contacter là dans les prochains jours pour lui remettre le prix. Bravo Nicolas. J'invite encore les gens à venir. Inscrivez-vous pour que vous soyez notifiés quand il y a des nouvelles émissions. Puis en plus, tous les mois ou tous les 2 mois, il y a des tirages, donc vous pouvez gagner des prix. Le courrier. Écoutez, on a reçu... premièrement, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai commencé l'aventure blabla.net, je pensais vraiment que ça s'adresserait plus à un auditoire de gens qui commençaient avec .net, qui voulaient comprendre. Puis là, je me rends compte à la lecture des emails qu'on reçoit que c'est pas juste des novices, là, c'est des gens qui vraiment sont ferrés, donc qui nous envoient des questions assez sophistiquées, ou en tout cas on voit à quelque part que les gens sont pas juste nouveaux là, avec la plateforme. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, hein? Effectivement. Puis j'ai choisi une des lettres qu'on a reçues, c'est de Brian D. Cross. Puis Brian, ce qu'il m'a demandé, là, en résumé, je lirai pas toute sa lettre au complet, ce qu'il demandait, c'est qu'est-ce que je pensais de MDA UML, surtout en relief avec DSL, les Domain Specific Language. OK, là, je suis tout mélangé, il y a trop d'acronymes. Explique-nous ça. MDA, c'est Model Driven Architecture. Donc, c'est une approche qui est promue depuis, je dirais, 2 ans ou 24-36 mois par le Object Management Group, qui, on peut résumer assez simplement en disant, c'est une approche où est-ce qu'on cherche à faire des architectures où on découpe complètement les modèles d'affaires des implémentations. Donc, bonne pratique d'architecture, tellement bonne pratique qu'eux ont poussé ça en disant, on devrait essentiellement faire toutes nos architectures comme ça dans le futur. Mais c'était pas comme ça qu'on faisait avant MDA? On découpait pas déjà auparavant? Oui, sauf que, en tout cas, les bons architectes le faisaient, sauf que c'était pas promu comme une bonne pratique, puis en tout cas une approche recommandée. Puis eux, faut dire aussi que derrière tout ça, il y a la notation UML, donc le Unified Modeling Language, que Object Management Group est justement le promoteur. Puis eux, c'est de dire, faites vos choses en UML, puis avec des générateurs de code, on va générer la partie implémentation. Donc en gros, ils ont amené une pratique après qu'ils aient eu le modèle déjà disponible. Oui. C'est assez surprenant. C'est parce que c'est surtout à l'expérimentation, j'ai l'impression que les gens se voyaient que ça avait beaucoup de sens de faire ça. Puis c'est une problématique dans l'industrie. Là. Nos implémentations, on implémente, tout est attaché, puis si un jour on change de base de données, il faut réécrire l'application. Donc maintenant, on se pose la question comment je pourrais découpler mes architectures. Puis pour répondre à la question de Brian, lui, il se posait la question, est-ce que je devrais aller beaucoup sur MDA? Moi, ce que je lui dirais, c'est important de comprendre les concepts d'MDA. C'est pas si important que ça de lire beaucoup sur les implémentations d'MDA avec UML 2.0. Parce qu'à mon avis, à moi, ça n'a pas un futur glorieux, UML 2.0. C'est beaucoup trop complexe pour ce que c'est. Puis on voit du côté de Microsoft, ils ont pris une approche complètement à l'opposé avec Domain Specific Language. Donc, au lieu d'avoir un langage universel pour la notation, eux, ils disent non, on va créer plutôt un framework pour créer nos propres langages de modélisation. C'est ce qui est le DSL. Puis, à mon avis, à moi, ça a beaucoup plus de futur, cette approche-là. Okay. Et DSL, c'est pour? Domain Specific Language. Okay. Donc, contrairement à UML, qui veut dire Unified Modeling Language, donc un peu un langage universel pour décrire tes modèles, Microsoft, ils disent les modèles d'affaires, ils sont attachés à des besoins tellement spécifiques qu'on devrait créer nos propres langages pour décrire nos problèmes. Oui, mais ça, j'ai souvent dit ça parce que quand, justement, j'ai des étudiants, ils me disent souvent que le UML est bien pour représenter des modèles justement orientés objets, mais dès qu'on tente de représenter des choses un peu différentes, comme des sites web, tout ça, tout semble s'écrouler. Vous avez juste à voir, par exemple, toutes les extensions qu'ils ont faites à UML pour pouvoir faire du Service Oriented Architecture, donc décrire les contrats. C'est le bordel. C'est beaucoup trop complexe pour rien parce qu'il faut tout que tu fasses ça avec des stéréotypes, avec des tags. Donc, essentiellement, ils disent j'ai une base universelle, j'utilise ça, mais c'est un peu comme si tu te retrouverais à faire des modèles comme si tu serais en utilisant du XML avec des braquettes. Donc, ça devient plus du tout convivial. Donc, en 2 mots, MDA, c'est bien UML, technologie cul-de-sac. En tout cas, à mon avis, à moi.
je vais mettre un lien sur le site pour les gens qui voudraient juste avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est MDA. En 2002, j'ai écrit un article sur le site développeur.com où je faisais justement le brossel portrait, qu'est-ce que c'est conceptuellement, à quoi ça sert. Donc c'est un article intéressant pour ceux qui voudraient avoir un peu de vulgarisation là-dessus. Puis j'inviterais les gens, si vraiment ils s'intéressent à ça, premièrement, en mai, on va avoir un invité où on va parler des Software Factories puis des DSL. Donc, blabla.net, on va continuer sur le sujet. Puis un livre qui a été publié justement par deux employés de Microsoft, Jack Greenfield puis Keith Short, sur Software Factories. Puis je l'ai pas encore lu, ça fait partie des lectures que je vais faire dans les prochains mois. Mais de ce que j'entends du brouhaha de tous les architectes, ça semble être un des livres qu'on va devoir avoir dans notre librairie dans les prochaines années. Je ne vous cacherai pas qu'à mon avis, à moi, c'est encore trop tôt pour que ça perce dans l'industrie. Hein. Ça va prendre, souvent on le dit, là, Microsoft en Team System vont livrer leur version 1 de DSL, mais c'est à la version 3 que ça va vraiment commencer à percer, donc on parle peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans d'ici. Mais un jour, on va tout développer avec ces approches-là qui sont des niveaux d'abstraction plus élevés que juste coder en C# ou en VB. J'aime ça venir dans le show ici parce que je me dis dans ma tête et qu'on vit comme dans le futur. Hein? On est comme toujours 5-6 ans en avance sur les tendances. Puis il faut espérer qu'on parle des bonnes tendances, hein, Pierre? Parce que si on parle des pas bonnes choses, 6 ans après, quelqu'un va dire il était-tu dans le champ? Donc peut-être que dans 6 ans d'ici, tout va se faire en UML2 puis on va dire gars cardinal, hein? Il n'avait pas vu le futur. Ceci étant dit, écoute, je lirai pas d'autres courriers, mais n'hésitez pas, écrivez-nous. Ça nous fait plaisir de pouvoir lire vos questions, répondre à vos questions. Dans les nouvelles du mois, moi, il y a une nouvelle que je veux parler parce que c'est un de mes dadas, c'est Enterprise Library. Pour ceux qui viennent au groupe d'utilisateurs Visual Studio, vous savez que je fais beaucoup de présentations sur la librairie d'entreprise qui permet finalement, c'est des application blocks qui solutionnent des problèmes récurrents comme le logging, les caching, ces choses-là. Ben, ça a été finalement publié officiellement par Microsoft le 28 janvier, donc c'est disponible. On va mettre un lien aussi sur le site pour vous dire où est-ce que vous pourriez aller chercher pour le downloader. Je sais pas, Eric, toi, si tu avais des nouvelles que tu voulais nous parler. Il y en a quelques-unes, des courtes. Rapidement, je sais que tu aimes beaucoup le groupe Patterns and Practices et les gens qui, justement, publient la revue MSDN ont commencé à publier une nouvelle revue qui s'appelle Patterns and Practices Digest. C'est comme une sorte de petite revue de 16 pages qui résume certains de leurs Patterns and Practices et qui encourage les gens à les télécharger, justement, les versions complètes des Patterns and Practices. Et c'est intéressant parce que ça va être un moyen de promotion, justement, j'imagine que Microsoft va s'en servir, pour essayer, justement, d'intéresser les gens à, justement, l'architecture. D'autres choses, j'ai vu dans les notes ici que tu veux nous parler de Beta 2 qui s'en vient. Ben oui, une Beta 2 de Visual Studio, hein, pour tous ceux qui l'attendent depuis tellement longtemps. Alors là, maintenant, les dernières rumeurs, hein, le mot qui court sur la rue, c'est que Microsoft va sortir une Beta 2 à la fin mars, possiblement au début d'avril. Ça a l'air d'être long à livrer cette Beta 2, on l'a déjà expliqué auparavant, mais voilà, là, faut attendre un peu, patience, la lumière est au bout du tunnel. D'autres choses que tu veux partager avec nous? Oui, rapidement, il y a une nouvelle assez surprenante. Windows Forms. Hein, on sait que Windows Forms, c'est une des librairies qui est disponible dans le .NET Framework. Microsoft songe à le rendre disponible dans le mode shared source, qui est un peu le modèle open source que Microsoft recommande. Alors, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir accès au code source de Windows Forms. Ça va changer quelque chose... je pourrais dire que ça va changer un peu l'approche de comment Microsoft va partager, comme on dit, son code source. Ça va être moi, ce que ça me mène tout de suite comme réflexion, c'est une stratégie pour permettre qu'il y ait des groupes comme Mono qui font une version de .NET pour les plateformes comme Linux, qui pourraient peut-être aussi directement supporter mieux Windows Forms. En fait, on pourrait croire ça, mais Microsoft croit que ça va pas beaucoup les aider parce qu'en fait, on est capable déjà de décompiler, alors qu'on se parle pas mal tout le code de Windows Forms .dll et dans leur tête à eux, ils se disent de toute façon il y a tellement des dépendances sur la plateforme Windows que ça pourra pas aider personne qui essaie d'implémenter justement le .NET Framework ailleurs que sur Windows, ce code source là. Alors pour eux c'est pas ils voient pas ça comme un danger, mais ils voient ça naturellement pour les gens qui ont des misères justement à faire du support sur la plateforme ou qui essaient de débugger des bugs un peu obscurs. Ils se disent avoir accès au code source, ça va permettre de peut-être mieux comprendre les rouages et les fonctionnements de la plateforme derrière et de toute l'interopérabilité qu'il y a entre la plateforme .NET et la plateforme Win32. Pierre, est-ce une nouvelle, toi, qui t'a frappé ce mois-ci, ces derniers jours, ou des nouvelles que toi, tu peux annoncer par rapport à toutes les activités que vous faites du côté de ESC Software?
Ben, d'un point de vue au niveau des technologies, je suis moins ça depuis les derniers mois, malgré que je me dis toujours il faudrait que je mette un peu de temps pour évaluer Longarm, mais j'avais très hâte à WinFS, mais on m'a dit qu'il fallait que j'attende encore un peu avec tout ce qui était en arrière de Object Space, donc qui est un domaine dans lequel on a beaucoup travaillé dans les dernières années, puis je trouvais enfin, là, même Microsoft parlait de leur business framework, j'ai dit bon, enfin une approche intéressante, mais je pense qu'à court terme, il n'y aura rien de ça. Je peux te poser une question. C'est quoi Object Space? Object Space, dans le fond, c'est quand on fait du développement, si on fait du développement orienté données, bon, on travaille avec des datasets, mais si on veut être orienté plus objet, donc manipuler des entités d'affaires, ben Object Space, finalement, est un framework pour nous aider à bâtir ces entités-là. Donc, avoir plus une vue orientée objet de nos données. On peut dire que ça aurait été la version Microsoft d'un Object Relational Mapping API pour vraiment te faire implicitement pour toi tout le mapping dans tes objets d'affaires puis les tables que tu stockerais dans SQL Server. Ça se trouve être une des portions adressées par Object Space, mais ça va plus large d'arriver à, par exemple, à bien gérer la relation entre le parent et ses enfants dans un contexte d'entité d'affaires. Donc, ça aurait été intéressant, mais je sais pas où ils en sont là avec ça. Si on veut faire quelque chose de similaire, dataset all the way. Non, tu fais comme ce que Pierre je vais vous en glisser un mot tantôt parce que je pense que c'est la façon de faire. En tout cas, c'est une façon intéressante de faire. Bon, on est de retour pour parler de notre sujet principal, les Smart Clients. Écoute, Pierre, je pense que la première question est évidente. C'est quoi ça, les Smart Clients? Bonne question, Mario. J'y ai réfléchi longuement. Écoutez, c'est très simple. En mot marketing, là, je pourrais dire que c'est le meilleur des deux mondes entre les applications client-serveur puis le développement web. Essentiellement, c'est quoi une application Smart Client ou client intelligent? On parle d'une application qui consomme des services web, puis surtout une application qui tire avantage du device sur lequel il se retrouve. Donc, dans le cas d'un PC, nécessairement, on parle d'une application Windows. Si c'est une application qui fonctionne sur un Pocket PC, une utilisation intéressante, ce serait de la développer en utilisant le Compact Framework. Et puis ça, ça amène énormément d'avantages. Puis je pourrais dire, je pense que c'est important parce que les gens disent oui, mais une application Windows, on en faisait avant. En quoi que c'est différent? Puis si on regarde les applications Windows traditionnelles, plus client-serveur, il y en a qui appelaient ça un peu le fat client. Ce qui est important de voir comme différence, c'est que réellement, on a réellement découplé le client du serveur. Puis ça, c'est vraiment important. Donc, on est capable. Pas déjà fait avec le client-serveur? Non, ce qui arrive avec le client-serveur, c'est que le client a une connexion en permanence sur le serveur, et puis même, il s'échange des structures de données, et ça devient très intime comme connaissance un de l'autre. Tandis que dans l'autre cas, en exposant des services web, c'est réellement, là, tu peux faire évoluer tes services du côté serveur sans nécessairement changer ton client. Le point d'amener de faire le parallèle avec les clients-serveurs, c'est intéressant pour décrire c'est quoi Smart Client, parce que à peu près tout le monde sait c'est quoi une application Fat Client, client-serveur. Puis une des façons simples de décrire ça, puis j'ai lu ça à un moment donné, c'est Scott Squidward sur son blog, il dit, une application Smart Client, là, c'est, imagine que tu peux déconnecter ton serveur, donc la connexion physique, puis l'application est assez intelligente qu'elle va continuer à opérer, par exemple en ayant la capacité d'être offline, de retomber sur ses pattes. Puis l'application est assez intelligente que quand tu te reconnectes, elle se resynchronise avec le serveur. Puis en plus, s'il y a eu des updates des applications, elle te permet de les downloader, de les mettre à jour. Donc c'est comme une extension du modèle client-serveur intelligent, d'où le terme Smart Client. Je pense que le mot intelligent fait beaucoup référence au fait qu'on tire avantage des ressources du device au lieu de juste se dire de viser le plus bas dénominateur commun avec une application web, ou en tout cas parce qu'on doit se retrouver sur plusieurs plateformes ou différents browsers, malgré qu'aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du développement autour de IA. Ça reste que mais il y a beaucoup d'autres avantages là. On parle entre autres c'est plus facile à déployer, mais point très important. Regardez dans une application client-serveur comment c'était difficile de donner accès aux clients à travers Internet. Il fallait configurer le firewall, il fallait ci, il fallait faire ça. Là, maintenant, ça fonctionne sur le port 80. C'est pas génial, rien qu'un peu. C'est vraiment transparent. Donc ça, là, c'est un avantage énorme. Sans nécessairement toujours penser de travailler offline, c'est que déjà là, tu peux travailler sans dire, regarde, j'ai juste besoin d'une connexion, puis ça marche.
Regarde, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des laptops, tu te promènes, tu t'en vas chez le client, c'est wireless, tu te connectes, là, ton application peut fonctionner. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on va chercher les avantages qu'amenait le web avec apporter à une application riche. Mais ça a beaucoup copié sur la philosophie du web, c'est-à-dire de fonctionner, je dirais pas juste déconnecté, mais dire que ça finit par chaque opération être une requête au serveur. Donc, il n'y a plus ce lien-là en permanence du côté du serveur. Puis ce qui est le fun de ça, c'est qu'on parle d'une bien meilleure scalability, ce qui était un des points forts du web. Hein, on développe, tu dis on met un serveur plus gros, puis garde, on peut supporter plus de clients. Au niveau client-serveur, c'est un petit peu plus compliqué. Il y avait plusieurs limitations. Mais là, par exemple, dans un des projets qu'on a fait, regarde, on rajoute un serveur en load balancing, puis that's it, on supporte déjà là 2 fois plus de clients, puis ça n'a pas été compliqué à faire comme opération. Donc en gros, ça, c'est intéressant. Tes serveurs, ça devient littéralement des web farms. Absolument. Là, puis en plus, ça passe sur le port 80. Fait quand tu regardes ça, là, tu dis, hey, t'es pas tellement loin. C'est juste qu'au lieu de compiler tout le UI du côté serveur, le UI il est du côté client. Parce que ton client est capable d'afficher du UI qui est sharp. Puis dans le monde web, c'était du HTML qui se transportait entre le serveur. Là, avec un Smart Client, si j'ai bien compris, ça doit être des messages XML. Ouais, là, ce que tu transfères, c'est des données. Parce que ton UI, tu l'as, il est sur le client. Fait que nécessairement, tu voyages moins d'informations. Hein? Donc, il y en a des gens qui me disent, ouais, mais tu sais, c'est-tu plus rapide, c'est-tu moins rapide? Regarde, c'est parce que quand je me connecte sur le serveur, je me connecte beaucoup moins souvent. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux exécuter du côté client, mais pas juste ça. Je voyage moins d'informations parce que j'ai pas besoin de tout le UI, j'ai juste besoin des données. Puis ça, c'est un point fort intéressant. Là. En plus, étant donné qu'on contrôle ce qui peut être envoyé, on peut utiliser des stratégies de compression. Donc, finalement, on se retrouve à voyager là, très, très peu d'informations. Puis j'ai lu quelque part aussi que tes Smart Clients, contrairement au web, où est-ce que là, tu es confiné à vivre à l'intérieur de ton browser, eux, ils peuvent interagir avec d'autres applications qui rouleraient locales ou interagir avec ton Microsoft Office, par exemple. Donc on n'est plus limité au sandbox du browser. Ouais. Absolument. Je pourrais dire que ce qui est intéressant du client, OK, c'est sûr, c'est le UI. On parle d'un UI qui est plus riche, puis je veux dire, je pense que j'ai pas besoin de vous vendre là que tu regardes tous les contrôles qui existent pour faire des applications Windows, c'est génial. Mais c'est tout l'aspect aussi de dire, regarde, comme on voyage des données, on est capable de faire du caching de données du côté client. Donc, on peut être beaucoup plus intelligent au niveau des opérations ou des fois qu'on doit aller sur le serveur. Donc, il y a des scénarios que nous, on a regardés, puis on arrivait à la conclusion que pour faire la même chose au niveau d'une application web, on se trouvait à faire à peu près une quinzaine d'appels au serveur, puis dans notre application Smart Client, on faisait un appel. Mais écoutez, là, pour l'utilisateur, là, ça veut dire une expérience utilisée beaucoup plus intéressante. Puis ça, je veux dire, c'est un aspect important aujourd'hui. Là. Pierre, vous avez développé chez CSoft une application Helpdesk, donc un Smart Client. Pour cette application-là, quelle stratégie de communication avez-vous décidé de prendre entre le client et le serveur? Je voudrais répondre, Mario, en disant que très simple. On a fait une recherche d'information, donc un select pour obtenir l'information. On retourne un dataset qu'on bind à nos formes, aussi simple que ça. Non, sérieusement, on parle d'une application d'entreprise quand même. Puis... Je suis un peu surpris. Tu me connais depuis assez longtemps pour savoir que c'est une approche dans le temps avant les datasets, c'était les record sets, puis les gens ne juraient que par ça, puis quand c'était venu le temps des datasets, ça allait tout solutionner. Mais je pense que ce qui est important quand on fait une application d'affaires, c'est de faire une bonne modélisation de tes entités d'affaires, de ton domaine d'affaires. Une fois ça fait, pourquoi pas naturellement transformer ça en objet qu'on va utiliser ou qu'on va utiliser à travers là, différents traitements. Puis, au lieu d'avoir finalement une vue data, on a beaucoup plus une vue objet. Les comportements des objets deviennent plus importants que l'information tabulaire que tu pourrais transporter. C'est essentiel, c'est essentiel. Regardez, dans une application, oui, on a des données, mais on a bien plus de behavior, on a bien plus de comportements. Puis c'est important d'organiser ces comportements-là pour qu'on soit capable de bien les utiliser ou les réutiliser. C'est fondamental. Donc, en gros, si je comprends bien ton message, les datasets, on évite ça puis on se crée des objets spécialisés. Pas nécessairement. Il y a des bons cas d'utilisation de datasets. L'exemple où on a une liste de données affichée, je peux très bien voir qu'on retournerait un dataset et puis parce que c'est de l'information, il y a 5-6 colonnes qu'on affiche, c'est le résultat d'une recherche, ça fait du sens. Mais dans un cas où est-ce qu'on manipule, par exemple, une commande, les items de la commande, puis le client associé, puis etc., c'est beaucoup plus intéressant de travailler dans un contexte d'entité d'affaires. Sauf que là, ma question, c'est
Si tu travailles avec des entités d'affaires, du côté du serveur, tu as tes entités d'affaires, tu veux avoir ces mêmes entités-là d'affaires du côté du client. Est-ce que nécessairement. Tu transportes-tu ces objets-là sur le wire? Ouais, ben, si on utilisait une approche initialement, mettons, de .NET Remoting, on pourrait voyager ou transférer ces objets-là as is. Mais dans un contexte de web service, ben, où est-ce qu'on se préoccupe finalement du contrat qu'on a avec les gens qui viennent consommer nos services, ben, c'est important d'exposer des structures de données qui sont clean, qui sont simples. Et puis là, le pattern que nous on a utilisé, c'est le pattern du DTO pour Data Transfer Object. Dans le fond, c'est quoi? Ben, c'est vraiment le minimum de nos données, là. Donc, si par exemple, on parlerait d'une commande, ben, vous pouvez imaginer, là, un format XML de dire, ben, t'as order, puis à l'intérieur, ben, t'as les différents attributs de la commande, etc. Donc, c'est une structure qui est vraiment, vraiment, vraiment simple. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez des objets d'affaires du côté du serveur. Quand vous serialisez dans des DTO, donc dans des objets de transfert de données, qui sont des objets plats, qui finissent par être un schéma XML, un document XML qui se transporte en web service. Juste pour être sûr, un DTO, est-ce que normalement il va avoir des méthodes dedans ou c'est juste des structures? Il va avoir une méthode pour serialiser puis une méthode pour remapper vers tes objets. Dans le cas de... Ce qui est intéressant, c'est comme c'est des structures simples, ben, le XML Serializer, dans le fond, va le serialiser automatiquement. Donc, tu n'auras pas une ligne de code à écrire au niveau de ton objet DTO qui va être... Dans le fond, ce que tu fais, c'est que dans ta signature de web service, tu redis que tu retournes tel objet, dans le fond, qui est un DTO, puis tout va se faire en arrière là, automatiquement. Donc, si tu te connectes, tu regardes la signature du web service, tu vas trouver qu'il y a une structure qui est clean, qui est très compréhensible. Si on réfère au livre de Fowler sur l'Enterprise Pattern, le comportement attendu d'un DTO, c'est d'être capable de pouvoir se remapper aux objets d'affaires ou de prendre les objets d'affaires et se peupler. Donc, c'est essentiellement ce qu'il sait faire, lui. C'est vraiment juste un transfert pour... Donc, c'est une structure de données beaucoup plus simple que de transférer tes objets d'affaires avec tout. Parce que le problème qu'on vit donc, quand... c'est pas la couche d'affaires qui va gérer les règles d'affaires et tout ça. Non, non, absolument pas. Tout ça, les règles d'affaires vont être encapsulées dans nos entités. Nos entités qui vont rouler, qui vont être exécutées autant du côté serveur que du côté client. Puis du côté client, c'est super important parce que en les ayant du côté client, c'est qu'on est capable avant d'aller sur le serveur, d'appliquer des règles d'affaires simples, ce qui fait qu'on est capable, dans la plupart du cas, de donner du feedback à l'utilisateur, dire regarde, tel champ il est requis, hey, regarde ici, tu n'as pas le bon format, hey, regarde ici, parce que tu as rentré telle information, il faut aussi que tu complètes telle autre information. Donc, ça permet d'être beaucoup plus interactif, pas interactif, mais responsive, là, si on veut, avec l'utilisateur. Contrairement où est-ce que quand tu fais ça pour le web, où est-ce que là, il faut que tu programmes tout ça en JavaScript, là, c'est vraiment du point net que tu programmes, c'est le même code que... C'est super simple, là. Puis je veux dire, s'il y a des traitements qu'on veut pas rendre accessibles du côté client, ben regarde, on les met dans d'autres classes, puis ça finit là. Donc, c'est pas un problème, là. Pourquoi c'est important d'avoir de transférer avec des DTO, c'est que tes entités actuellement tu as un graphe, c'est-à-dire les entités ont des parents, des fils, puis quand tu commences à regarder ça, si tu veux tout transférer, tu vas te ramasser à avoir transféré quasiment la totalité de ta base de données, puis là ça n'aura pas d'allure, tandis que si tu transfères juste avec des TTO, tu vas transférer juste l'information nécessaire entre les deux couches. Puis aussi ce qu'il faut voir, c'est que souvent, le DTO, tu sais, c'est tes données. Tes entités, des fois, tu vas avoir, par exemple, des propriétés qui vont être la composition de deux autres champs, par exemple. Mais tu veux pas la transférer, cette donnée-là. Elle provient de deux autres champs. Dans ton DTO, ben, tu l'auras pas, cette information-là. Donc, c'est vraiment le data raw que tu transfères. Mais il y a quand même une organisation intéressante, là. Si on transfère une commande, ben, dans la commande, tu vas retrouver tes items, puis, etc., là. Fait que si tu lis le fichier XML, ben, tu vas comprendre, là. C'est très lisible. C'est encore plus important d'utiliser les DTO parce que si on fait des web services, la seule chose qui est sérialisée dans les web services, c'est les propriétés. Ouais. Les champs privés, les membres ne sont pas sérialisés. Donc, ton DTO, là, tu vas avoir toutes des propriétés, mais tes entités, eux autres, pour avoir des membres, être beaucoup plus sophistiquées, puis tu n'auras pas le problème de se dire, ah, mais ça me prendrait un formatage, une sérialisation plus sophistiquée. Non, je pourrais dire que les web services, c'est un contrat qu'on passe avec les gens qui viennent, même si souvent quand même le couplage devient quand même assez fort entre ton client et ton serveur, veut pas, si tu exposes des web services, c'est pour que quelqu'un les consomme, puis très souvent, ça va se faire à l'intérieur du même projet. Mais c'est important de réfléchir puis de dire, regarde, les web services qu'on expose là, attends une minute, oui, c'est pour ce client-là, mais il y a moyen de les faire puis de bien les faire pour qu'après ça, d'autres clients puissent venir les consommer. Puis c'est super intéressant parce que là, ce qu'on est en train de faire en faisant ça, c'est rendre nos applications interopérables par défaut. Puis
regarde, combien de fois qu'on a essayé de s'intégrer à des applications, puis que finalement, la seule façon de faire, c'était d'aller s'intégrer direct dans la base de données. Mais quand on fait ça, on bypasse toutes les règles d'affaires, puis là, c'est un nightmare. Tandis que dans ce cas-là, on peut directement s'intégrer sur les web services, donc respecter toute la logique d'affaires. Ça, c'est intéressant. Tu parles d'interopérabilité, ça m'amène à une question fondamentale, la sécurité. Comment vous avez adressé les questions de sécurité, entre autres, des web services, donc, t'ouvres sur le port 80, donc il pourrait y avoir des brèches de sécurité. Est-ce que vous avez, dans votre application, vous avez fait un minimum d'infrastructure qui touche la sécurité? Absolument. Ben regarde, là-dessus, Mario, on est très chanceux. Hein? C'est built-in dans Windows, donc on n'a pas eu grand-chose à faire. Non, je pourrais dire que c'est tout dépendant, encore là, dans quel environnement ton smart client va fonctionner. Dans un des projets qu'on a fait, c'est utilisé à l'interne. Donc, il n'y avait pas un concern de sécurité. C'est sûr qu'on parlait de notre authentification NT, donc c'était le Windows Authentication, mais ça allait pas plus loin que ça. Dans le cas de Helpdesk, là, c'est une application qui fonctionne à travers Internet. Donc, c'est important que non seulement qu'on puisse authentifier la personne, mais que les données soient encryptées, qu'on puisse aussi garantir, si je t'envoie un message, est-ce que tu es bien la personne que tu dis être? Fait que, tu sais, ça amène d'autres considérations. Puis, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a utilisé là, les standards WS Security, WS, en tout cas, il y en a plusieurs, qui, dans le fond, devient la deuxième implémentation que Microsoft ont faite, c'est WSE. Windows, c'est Web Service Enhancements. La version, c'est ça, 2, là, qui est disponible depuis quelques mois. Puis réellement, là, on s'est basé là-dessus là, pour en anglais, souvent, ils vont dire WYSI. Donc, vous avez utilisé WYSI pour faire toute l'encryption de vos données au niveau des services web. L'authentification de l'encryption, puis d'être capable de dire, de confirmer que tu es bien la personne que tu dis être, là. On va en parler, nous autres, de WYSI au mois d'avril avec un de nos invités. Donc, on va reparler de ce sujet-là, mais c'est intéressant de voir que c'est une technologie qu'on peut utiliser pour les smart clients. C'est intéressant de voir qu'on l'a pas invité pour rien, l'autre invité. Ouais. Non, je pourrais dire là-dessus sur ce qui est vraiment le fun, c'est que non seulement on suit des standards en adoptant WSE, mais c'est aussi qu'on a intégré ça en l'espace de quelques jours. Mettons qu'on mettrait 2 semaines. Donc, ça nous a permis d'adresser réellement les concerns de sécurité dans un temps très court. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous le dis, je vous encourage à aller voir ça. Vous ne serez pas déçus. Occupation. Il y en a un autre qu'on a quand on fait une application Smart Client, le déploiement. Oui. Il y a beaucoup de stratégies possibles. D'ailleurs, savais-tu, Mario, que le déploiement, encore aujourd'hui, je suis encore surpris de voir des discussions tournant autour de ça, que ça demeure une des raisons, sinon la raison principale pourquoi les gens, à l'occasion, choisissent de développer une application web versus une application Windows, malgré tous les compromis qu'ils doivent faire. Je te crois, parce que moi, c'est la raison numéro 1 pourquoi, quand les étudiants viennent dans mes cours, ils me disent toujours on va faire des applications web, parce que les applications Windows, c'est compliqué à déployer. Ouais, c'est les gens ils font référence au le DLL Help puis je veux dire réellement là nouveau de c'était vraiment pas évident puis je pense que tout le monde a eu de mauvaises expériences mais avec .NET réellement là on a je veux dire sans même parler de déploiement, imaginez juste sur le même serveur, on peut faire fonctionner une application de la même version, on peut la faire fonctionner le nombre d'instances qu'on veut, fait que ça c'est intéressant. Vous autres, pour les helpdesk, avez-vous utilisé je sais que ça s'appelle pas encore ClickOnce dans 2003, c'est le No Touch Deployment. Le No Touch Deployment, on l'a pas utilisé. Ça aurait été intéressant, mais une contrainte très importante, c'est que quand ton application, dans le fond, on se retrouve dans la cache, tout ça, mais tu te trouves à jouer dans un carré de sable, puis ce qui arrive, c'est qu'on avait besoin, nous, de faire des accès au réseau, des accès au disque, mais pas juste ça, juste d'accéder à des web services qui sont pas sur le même serveur que sur le serveur qu'on a obtenu l'application. Donc là, on se ramassait à devoir installer des polices de sécurité sur le poste, mais là, en faisant ça, je veux dire, ça fait pas de sens, là, on veut pas pré-déployer quelque chose pour après ça que les gens puissent faire marcher l'application. Tant qu'à faire, on est souvent de prendre une autre approche. Dans notre cas, nous, ce qu'on a regardé, c'est d'utiliser la façon traditionnelle de faire aujourd'hui, donc de déployer un MSI. Mais ce qui est important au niveau d'une application Smart Client, c'est de dire, oui, tu installes un MSI, bon, OK, tu sais, c'est peut-être pas transparent. N'empêche que vous serez surpris parce que
une fois que le framework .NET est installé, dans le cas d'HelpDesk, nous autres, on parle d'un MSI de 4-5 MB. Donc, tu sais, c'est quand même pas gros, là. C'est intéressant. Mais le point important ici, c'est qu'après, l'application, elle doit se mettre à jour automatiquement. Ça, c'est clé. Il faut pas que l'utilisateur, quand il y a une nouvelle version, il doit le downloader à nos places. Donc là, c'est la responsabilité de l'application d'aller voir, d'aller interroger, par exemple, un service web, puis d'aller voir est-ce qu'il y a une nouvelle version disponible. Oui, je download une patch, j'applique la patch, puis bingo, je repars l'application, puis l'usager n'a rien vu. Un peu comme MSN Messenger quand il se met à jour. Ouais, il faut que ça soit transparent. Là, un peu comme les updates automatiques dans Windows où ce que le download se fait puis en arrière puis même aujourd'hui ils ont amélioré ça. Souvent l'installation se fait puis on peut continuer à travailler puis à un moment donné l'installation est terminée. Hein. Une des raisons c'est qui fait que d'utiliser MSI pour la première installation, contrairement à utiliser l'approche avec un clic sur le c'est un clic sur le web aussi MSI. C'est que tu vas pouvoir vraiment avoir une icône. Donc, c'est sûr que ton application, tu veux que, tu sais, soit avoir un shortcut sur le desktop ou qu'elle soit accessible dans les raccourcis. Aussi bien important, c'est que si tu veux que ton application fonctionne offline, no touch deployment, ça marche pas. Je veux dire, il y a une façon de faire, mais c'est une bypass. Parce que dans Internet Explorer, la cache, c'est parce que tu trouves à vivre à l'intérieur d'Internet Explorer. Fait que si, par exemple, il claire ta cache, il claire ton application, il faut que tu configures, en tout cas. C'est pas évident. Donc, ça pour dire qu'avec 2003, c'est encore le MSI qui est l'approche la plus, qui fonctionne. On verra avec 2005, les Quants, s'ils ont résolu les problèmes. D'ailleurs, il semblerait parce que... on a fait des tests, nous autres, déjà, puis de ce qu'on a vu, là, c'est très, très bien. On a bon espoir, là, en tout cas, on a juste bien hâte que ça soit disponible, parce que ce qu'on a vu pour l'instant, là, répondait à nos besoins. Donc, on attend impatiemment que ça soit disponible, là. Comme pour conclure, en gros, il y avait justement quelques années le terme dumb terminal, où est-ce que justement on avait des terminaux stupides qui recevaient des instructions des serveurs intelligents. Et puis là, on a comme fait un peu le tour du noyau, où est-ce que maintenant on est rendu avec des smart clients qui vont se connecter avec des dumb servers. Des dumb servers. Je pense que c'est les deux qui sont smart, autant le client que le serveur. Ça n'existe pas un serveur dumb. Non, je pense que... écoutez, d'après moi, c'est réellement l'avenir. Si on regarde là, les développements qui se sont faits dans la dernière année ou dans les 2 dernières années, si on regarde ce qui s'en vient dans le futur du côté de Microsoft, juste du côté d'Indigo, donc vraiment toute la promotion des services web, d'imaginer un monde où il y a un paquet de devices intelligents qui se connectent sur ces services-là. Puis avec Avalon, au niveau d'arriver à faire un UI qui est impeccable, qui est incroyable, qui va chercher là finalement d'autres aspects là, qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Donc on parle encore d'une interface usagée qui est encore plus riche. Donc c'est très prometteur. Un UI riche, mais déclaratif comme était le HTML, mais comme nous on avait fait aussi dans un framework qu'on a développé il y a très longtemps, où on s'était fait du metadata. Fait qu'imaginez, on définissait, on configurait notre metadata et on générait automatiquement l'application Windows et Web pour les structures qui étaient simples, des listes. Une liste, là, c'est pas compliqué de faire le metadata de ça. Puis après ça, on s'était même fait un designer qui permettait de saisir toute l'information de ça, puis automatiquement, on produisait l'application. Là, c'est sûr qu'on n'allait pas jusqu'à générer les contrôles sur les formes, mais vous seriez surpris de la quantité d'informations, la quantité de structures qu'on pouvait générer. S'il y a des gens qui s'intéressent à ça, faites juste taper XAML, XAML dans Google, vous allez tomber sur un paquet de sites parce qu'il y a des gens qui travaillent vraiment là-dessus parce que c'est ce qui s'en vient avec Avalon. Je parlais d'HelpDesk tantôt. Je vous invite, là, le site n'est pas encore disponible ou il va l'être dans les prochaines semaines, clientintelligent.com. Donc, d'aller voir, on va expliquer non seulement qu'est-ce qu'est un client intelligent, donc un Smart Client, mais vous allez pouvoir accéder à une application Smart Client, donc qui va être l'application HelpDesk. Puis envoyez-moi du feedback, je vous le dis, c'est une application qui se veut très sharp. Donc un look visuel, là, une expérience usagée vraiment intéressante. Pierre, on va en profiter pour faire le pont musical puis aller vers nos chroniques du mois. Donc musique. Du mois, on demande à notre invité de nous faire des recommandations en ce qui concerne un livre, un site web, des outils. Puis on en profite nous aussi pour faire nos recommandations. Concernant les livres, est-ce que tu as un livre, Pierre, que tu recommanderais aux gens de lire?
Un livre que j'ai trouvé fort intéressant dans les derniers mois, c'est Domain Driven Design. Vraiment, ce livre-là, ce qu'il amène, c'est comment modéliser, des techniques pour mieux modéliser nos entités d'affaires. Puis je veux dire, c'est un des aspects très, très importants dans le développement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il fait aussi le pont entre finalement la modélisation qu'on fait et comment on pourrait implémenter ces différentes entités-là. Donc, sans aller nécessairement trop dans le détail technique, mais c'est un très bon livre. Puis ça fait réfléchir parce que les entités d'affaires, si vous regardez, tu sais, au lieu d'avoir... Les gens aujourd'hui passent beaucoup de temps dans les bases de données à modéliser leur table, puis tout ça. Dans le fond, dans un mode ou dans un domaine orienté objet, on passe du temps à modéliser nos entités d'affaires. Puis dans le fond, ici, ce qu'ils proposent, c'est des techniques qui sont plus... pas de savoir comment faire de l'orienté objet, mais plus d'appliquer des techniques d'affaires, comment découper nos entités, comment peut-être regrouper des entités, etc., etc. Donc, c'est un livre fort intéressant que je recommande à tout le monde. C'est drôle, quand tu m'as fait part que c'était le livre que tu l'as recommandé, c'est un des livres que je suis en train de lire présentement. Donc, c'est pour dire que... Puis c'est un livre que j'adore. Moi, c'est le genre de livre, tu lis 2 pages et tu passes 10 minutes à réfléchir parce que c'est... Ça me donne vraiment le goût de le lire. Effectivement, un autre livre qu'on pourrait recommander sur les Smart Clients, c'est un livre du groupe Pattern and Practices chez Microsoft, qui est publié chez Microsoft Press. Smart Client Architecture and Design Guide. Donc, moi, j'ai passé à travers au cours du week-end, puis vraiment, un bon petit livre. Il pose toutes les bonnes questions, tout ce qu'il faut se poser comme question pour vraiment développer une architecture qui tient la route là, si on veut développer une application Smart Client. Ouais, vous allez voir, puis aussi c'est pas un livre de 500 pages comme le précédent, donc c'est beaucoup plus facile aussi à digérer. Tu l'as lu, je pense. Je l'ai feuilleté. Ben, c'est sûr que c'est des concepts qu'on veut pas avec le temps, qu'on finit par bien maîtriser. Mais essentiellement, là, c'est intéressant parce que aussi nécessairement, on n'a pas le temps de tout adresser. Puis, par exemple, il y a un chapitre sur la performance, puis comment, par exemple, parce qu'un des aspects importants, c'est quand l'application part, d'être capable de rapidement que l'utilisateur soit fonctionnel. Donc, il y a des techniques, il y a des trucs. Puis, ça nous a donné des bonnes idées. Pour tes web services, comment tu vas les faire asynchrone. Donc, il faut que tu utilises des threads. Donc, toutes ces choses-là qui, si tu veux le faire par toi-même puis inventer la roue, tu vas vraiment te casser la gueule puis pas faire la bonne approche, tandis que là, on te donne les pistes pour faire des architectures. Ça donne des pistes intéressantes à suivre. C'est intéressant parce que là, une fois qu'on commence à avoir des titres de Microsoft qui ont justement dans le titre justement Smart Client, je serais pas surpris que dans un futur proche, on trouve des livres justement comme Smart Clients for Dummies. Pierre, as-tu un site web ou un blog à nous recommander ou que tu voudrais recommander aux gens? Ou... Ben, je parlais tantôt clientintelligent.com, allez-y. Aussi, très intéressant, mais veux pas, c'est la référence sur le site d'MSDN. Allez voir la section Smart Client, c'est bien fait. Il n'y a pas tellement longtemps, ça a été tout revampé. Puis je peux vous dire l'information qui est là-dessus. Là. Allez aussi, vous allez voir dans le menu à droite, Introduction. Vous allez voir un superbe schéma qui montre finalement que le Smart Client, c'est le meilleur des deux mondes, là, du monde client-serveur et du monde web. Mais la seule chose que je trouve triste quand je vais là, c'est quand je regarde leur définition avec tous leurs mots à 25$, tu dis qu'est-ce qu'ils essaient de dire? Parce que allez sur cette introduction-là, c'est très bien fait. C'est rare que je vois une introduction qui, dans une demi-page, vous allez dire waouh, c'est ça le Smart Client, c'est bien fait. Ben écoute Pierre, ce fut fort intéressant et je te remercie beaucoup de ta visite. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Je dois avouer, tu étais un des invités, je crois, qui parlait le plus vite durant l'émission. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis je me forçais pour parler lentement. Écoute, j'invite moi nos auditeurs à revenir. On a une prochaine émission dans 3 semaines. On va parler de tests unitaires. Wow! Puis après ça, on va parler de integration, pattern, Wheezy. Donc il y a beaucoup d'émissions qui s'en viennent à toutes les 3 semaines, 4 semaines. Puis suivez-nous, ça va être intéressant. Donc sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis à la prochaine. Bonne fin de journée Mario et passe une belle semaine.